Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de notre Histoire en tête, avec Guy Laperrière à l'animation. On reçoit aujourd'hui l'autrice Dominique Nantel-Bergeron pour son livre « Prisonnier à Bordeaux », qui est une aventure assez extraordinaire dont j'ai bien hâte de vous faire part. Bonjour Dominique. Bonjour Guy et merci pour l'invitation à cette émission Histoire en tête. Bien, ça nous fait bien plaisir. Alors, on est ici, mesdames, messieurs, devant une entreprise peu commune, des plus originales. L'autrice que nous avons devant nous n'est pas une historienne. Son livre est une publication de sources, des sources qui sont puisées, imaginez-vous, dans un journal fasciste des années 1930, dont elle ignorait même l'existence. Et l'auteur de ces articles dans ce journal-là, c'est un de ses proches parents qui s'appelle Adolphe Nantel. Alors oui, on est vraiment devant un cas exceptionnel. Mais on va commencer par le commencement. Vous êtes né Dominique Nantel-Bergeron à Sillery en 1956. Dites-nous donc en 2 mots quel a été votre parcours et comment vous avez abouti à votre grand-oncle Adolphe Nantel. Bon, c'est un long trajet sinueux. D'abord, j'ai une formation de scientifique en biologie moléculaire et en 2004 environ, je me suis pas désintéressée de la science, mais disons intéressée à la littérature qui a complètement volé mon cœur et ma tête. Donc, à partir de 2004, je me suis consacrée, pas uniquement, mais en partie à la littérature. Et de fil en aiguille, un jour, j'ai découvert une toute petite photo dans mes archives personnelles de 5 cm par 5 cm que j'ai fait numériser. Et puis, quand je l'ai vue sur grand écran, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que ça me faisait plonger 100 ans en arrière dans le quotidien de mes grands-parents. Là, à partir de là, comme dirait un de mes frères, un bulldozer n'aurait pas pu m'arrêter. Alors là, je me suis lancée à essayer de demander à tous les cousins-cousines que je connaissais de m'envoyer leurs archives pour que je les numérise et je voulais les leur rendre, mais ils m'ont toutes laissées de toute façon. Et puis, une des petites filles d'Adolphe Nantel m'a confié toutes les archives de son grand-père, Francine Nantel, vraiment généreusement. Et il y avait 2 documents très intrigants dans ces archives-là. D'abord, des lettres qui étaient entourées avec un papier sur lesquels il était écrit, et je cite, « Monsieur Nantel, en vous remettant ces précieux documents qui vous rappelleront votre jeunesse, je vous prie de me prêter 3 $. Alors, on voit le style. Et puis, on comprendra éventuellement, peut-être pas dans cette émission, que les documents étaient dérobés des archives personnelles d'Oliver Asselin. Bien, ça, on ne rentrera pas là-dedans. Mais donc, il y avait aussi un début de roman signé par Jean Malpigny, intitulé « Mes prisons ». Et donc, ça m'a beaucoup intriguée. Alors, c'est ça, c'est le début. Alors, vous découvrez ce manuscrit « Mes prisons », donc signé Oui. Jean Malpigny, comme vous dites, et c'est là que votre instinct de scientifique vous conduit à une véritable enquête. Expliquez-nous, Dominique Nantel-Bergeron, comment vous avez découvert ces chroniques qui font l'objet de la publication de votre livre. Alors, Adolphe Nantel, il faut savoir que c'est l'as des pseudonymes. Bernard Vinet, dans son livre « Dictionnaire des pseudonymes québécois », en rapporte 11 différents. Moi, personnellement, j'en ai découvert au moins 25. Et puis, c'est certainement pas l'ensemble de ces pseudonymes. Et dans son livre, Jean Malpigny est un pseudonyme qu'Adolphe Nantel utilisait dans le journal Le Miroir. Alors là, j'ai fait des petites recherches. Où était ce journal? Je me suis rendue à la Bibliothèque nationale. On m'a montré comment utiliser les microfilms. On m'a indiqué où se trouvait le boîtier. J'ai ouvert tout ça et là, je suis restée saisie d'effroi. Oui, parce que Le Miroir, j'avais aucune idée sur quoi j'allais tomber. Pour moi, c'est un petit journal inoffensif, loin de là. C'est un journal antisémite
qui a été fondé par Adrien Arcand, qui était appelé le Führer canadien à une certaine époque. Pour vous dire, lui, il mène un véritable combat contre les Juifs. Il fait l'apologie d'Adolf Hitler, même à ce moment-là. Alors là, j'ai regardé à gauche et à droite parce que je me disais, mon Dieu, j'espère qu'on ne me voit pas en train de regarder ça. Puis là, j'ai fouillé dans le journal et les journaux, ils reproduisent de semaine en semaine. C'est un hebdomadaire. Oui. Ils reproduisent de semaine en semaine à peu près les mêmes chroniques. Donc, j'ai repéré les chroniques d'Adolphe Nantel. Et puis là, j'ai commencé à les répertorier. Puis j'en ai trouvé 21 que j'ai mis sur clé USB en me demandant qu'est-ce que j'allais trouver. Est-ce que ça allait être la même virulence que celle d'Adrien Arcand dans ses pages? Mais ce n'était pas du tout le cas. Alors, Adolphe est plutôt bienveillant, même s'il véhicule certaines idées racistes de l'époque, tout de même. Alors, c'est bien beau de découvrir des textes comme ça dans les journaux, mais de là en faire un livre, et surtout un livre d'histoire, il y a tout un pas. Je crois qu'une des personnes qui vous a encouragé, c'est l'historienne Andrée Lévesque. Vous êtes bien tombé parce qu'Andrée Lévesque, c'est une pionnière bien connue en histoire sociale, et en particulier en histoire sociale des marginaux, notamment dans le Québec des années 1930. Alors, vous ne pouviez pas avoir une meilleure conseillère. Parlez-nous donc, si vous voulez, de votre relation avec elle. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard. En fait, elle écrivait sur un blog associé au journal Le Devoir qu'elle avait trouvé dans des journaux de 1980, au début du siècle dernier, des femmes aux idées avancées, dont une appelée Andrée Claudel. Et elle n'avait aucune idée de qui elle était, Andrée Claudel. Alors moi, je savais. En fait, je me doutais qui était Andrée Claudel. Celle qui signait sous ce pseudonyme était Louise-Alphonsine Nantel, la sœur d'Adolphe Nantel. Bon? Oui. Alors là, j'ai écrit tout de suite à Andrée Lévesque, c'est deux André, puis je lui ai dit, je pense que je sais qui elle est, et puis on a commencé à communiquer. Je lui ai demandé qu'elle m'envoie les articles qu'elle avait sur Andrée Claudel, et puis à la lecture de ces articles-là, j'ai eu la conviction que c'était vraiment Louise-Alphonsine Nantel, parce que faut savoir que les chroniqueurs de cette époque-là, en fait, en particulier Alphonsine et Adolphe, se racontent en partie dans leurs chroniques. Alors, elle parlait de son enfance et ça correspondait tout à fait au personnage. Donc là, Andrée Lévesque, cette fois-ci, m'a montré, en fait, donné des outils pour rechercher à la Grande Bibliothèque dans les journaux en ligne, ce que tout le monde peut faire, mais je l'ignorais à l'époque. Là. On se rapporte... c'est des choses qu'il faut apprendre. En 2014, j'en avais aucune idée que ça existait. J'ai découvert un univers de savoir. Je me suis amusée énormément à répertorier les chroniques d'Andrée Claudel et de trouver les autres pseudonymes de Alphonsine. Et Mme Lévesque me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai dit, moi, je voudrais réhabiliter le nom de Louise-Alphonsine, qui a quand même été une journaliste au début du siècle dernier, dont le nom est dans aucun livre d'histoire. Donc, elle dit, ah bon, d'accord, mais j'ai dit, je ne connais pas les codes en histoire. On a écrit un article ensemble qui est paru dans la revue Histoire sociale en 2017. Et voilà, maintenant, Alphonsine est passée à l'histoire. Excellent, excellent. Alors, c'est bien beau. Vous avez donc découvert ces textes dans les journaux. Vous avez toute une série de chroniques, principalement publiées dans cet hebdomadaire Le Miroir dont on parlait, mais aussi dans d'autres journaux, par un journaliste qui sait écrire, Adolphe Nantel sait écrire, mais qui est aussi un peu fantaisiste. Et vous décidez d'en faire un livre, un récit suivi, en réaménageant les chroniques, en les mettant dans une espèce d'ordre chronologique, à partir du jour de son incarcération jusqu'au jour de sa libération, puisqu'il a été pendant 6 mois en prison. Ce n'est pas un travail d'édition critique, mais vous avez quand même fait un gros travail d'édition. Alors, résumez-nous donc, en gros, votre façon de procéder. Bien, comme on a vu au début, dans les archives qu'on m'avait remis, je savais déjà qu'Adolphe Nantel avait l'idée de faire un livre avec ses chroniques. Le livre n'a jamais vu le jour. Il avait été approché, en fait, il avait soumis le projet à un éditeur à l'époque, Albert Pelletier, aux éditions du Totem. Albert Pelletier semblait intéressé, s'être montré enthousiaste, mais après
devant la somme de travail qu'il avait à faire dans les chroniques pour arriver au livre, il semblait avoir changé d'idée. C'est vrai qu'Adolphe revenait pas 100 fois sur le métier. C'était sa réputation. Donc là, moi, j'ai un peu fait ce travail-là. Donc, j'ai pris l'ensemble des chroniques et même des chroniques que j'ai trouvées dans le journal Le Canada et le journal L'Illustration, dans lequel il a aussi participé, puis qui signait sous d'autres pseudonymes. Et là, c'est comme vous dites, j'ai pris des paragraphes ici, des fois des chroniques entières là. Les chroniques ont été publiées dans le désordre le plus total, donc j'ai vraiment réaménagé les choses sans changer des mots, mais j'éliminais en fait ce qui n'était pas contemporain au séjour en prison, essentiellement. Excellent. Alors là, maintenant, on a hâte d'arriver au sujet du jour, ce fameux Adolphe Nantel et son séjour en prison. Dites-nous d'abord qui il était depuis sa naissance. Il est né en 1886 jusqu'à son emprisonnement qui a eu lieu le 26 novembre 1931. Donc, de 86 à 31, faites-nous donc, si vous voulez, un portrait global, là, sans aller dans tous les détails, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a roulé sa bosse, Voilà. si on peut dire ça. Donc, Adolphe Nantel perd son père quand il a 11 ans. Je pense que c'est un fait marquant dans sa vie. Il est né d'une famille d'intellectuels. Son père était instituteur et ensuite, il est devenu inspecteur d'école pour la région Terrebonne parce que Adolphe est né à Saint-Jérôme, donc la région où il vivait. Et puis après avoir perdu son père, Adolphe, il s'inscrit aux Frères des écoles chrétiennes, éventuellement pour devenir instituteur, mais il décide de ne pas prendre l'habit et de vivre ce qu'il appelle lui-même sa vie de chien de chasse. Ça veut dire la vie de bohème. Il part sur les routes, il s'en va à Sainte-Agathe, Neminingue, il est commis et il devient garçon de ferme. Quand il touche l'héritage de son père, parce que son père prévoyant avait pris 4 assurances-vie, donc il y a eu un petit montant pour chaque enfant, un quand même montant substantiel parce que c'était 800 $ pour l'époque, c'était assez consistant. Donc, Adolphe a mis la main sur le magot, si on peut dire, et hop, il a filé en Alberta. Et puis, il s'est dit, je vais être loin de la famille, je pourrais faire ce que je veux. De toute façon, il voulait devenir journaliste. Alors, il s'est dit, je sais déjà écrire. et puis, il a été engagé comme journaliste au Courrier de l'Ouest à Edmonton. Mais là, j'ouvre une parenthèse parce que Adolphe a ce qu'on appelle un vilain défaut, c'est-à-dire que, il le dit lui-même, dès l'âge de 9 ans, il a pris sa première brosse, alors qu'il était encore enfant. Puis je pense qu'il n'a jamais arrêté après, là, jusqu'à ce qu'on arrive aux époques où on va parler plus tard. Donc, il y avait toujours cette propension à boire associé à un don pour écrire. Donc, il arrivait dans un journal, il produisait de la copie, il charmait complètement le rédacteur en chef par ses talents d'écriture. La première paye arrivait, il allait fêter ça, flamber ça. Et en plus d'être dépendant à l'alcool, Adolphe était multidépendant, c'est-à-dire aux jeux de hasard et d'argent. Alors, combiné à tout ça, il rentrait dans des espèces de cycles où quand il revenait au journal, il ne produisait pas le travail attendu. 1 fois, 2 fois, il était pardonné. La 3e fois, il était remercié. Donc, c'est des cycles d'environ 6 mois qu'il a fait dans plusieurs périodiques au cours de sa vie, dont dans le Courrier de l'Ouest à Edmonton. Est-ce qu'il s'est marié à travers tout ça? Bien là, il est allé vivre à Morinville après avoir quitté Edmonton. Là, il a acheté le journal local parce qu'il devait lui rester encore un peu d'argent d'héritage. Il l'a joué aux cartes, il l'a perdu et il est resté quand même à travailler pour ce journal Le Progrès. Et là, il a rencontré l'institutrice du village, la belle Alice Laurence. Et puis là, il l'a épousée. Avec elle, ils vont avoir 11 enfants. Mais ça ne rend pas Adolphe comme un père plus responsable que ça. Sur les 11 enfants, à cause de la pauvreté dans laquelle va vivre la famille, 7 vont mourir. En tout, il y en aura 4 qui vont survivre. C'est ça. Donc là, après, environ en 1913, Adolphe revient vivre à Montréal avec Alice
et ses 2 enfants et commence à travailler pour le journal Le Devoir. À nouveau, à ce moment-là, il fait ses premières armes comme chroniqueur judiciaire parce qu'on lui confie les faits divers de Montréal. Ça s'appelle Fait Montréal. Mais bien entendu, il est finalement remercié de ses services. Il rentre dans son fameux cycle. Il travaille un temps à la Patrie. Ensuite, on va le retrouver dans les années 1920, entre 20 et 26, à travailler pour une compagnie de bois dans le fin fond de la forêt, parce que c'est tout ce qu'il a pu trouver comme travail. Et rendu là, il est commis pour la Laurentienne. Il finit par partir de là, puis disparaître pendant 2 ans carrément. Là, il s'en va à Détroit, Windsor, et puis il atterrit à Rouyn, en Abitibi. Je vous dis, il a roulé sa bosse. C'est pas quelqu'un qui était facile à suivre. Tout ce temps-là, Alice, son épouse, elle était à Saint-Jean-de-Matas, son village natal, avec les enfants, et puis Adolphe était parti. Donc, à Rouyn, il devient rédacteur en chef de la Gazette de Rouyn, qui est quelques feuillets inclus dans la Gazette du Nord. Il déploie tous ses talents comme d'habitude et tous ses défauts. Il est remercié. Il revient à Joliette, où là, il va travailler à l'Étoile du Nord. Et là, il est rédacteur en chef, carrément. Il est capable de se vendre. Hein. Il est très, très bon pour ça. Alors là, comme rédacteur en chef, il lui manque de journalistes, donc il les invente. Il se crée au moins 8 personnages. Pseudonymes? Oui, il écrit sous 8 pseudonymes dans le journal. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Mais le plus fou, c'est qu'il crée des personnages qui interagissent les uns avec les autres, dont une femme qui est lui-même, Lucienne Monclerc, qui est responsable du Courrier du Cœur, dont serait amoureux un autre journaliste qui est toujours lui-même. Alors, il est vraiment un personnage. Et justement, là, une lectrice semble avoir découvert le poteau rose qu'elle pensait écrire à une femme, et puis elle découvre que c'est un homme à qui elle écrivait le Courrier du Cœur, et puis Adolphe perd son travail cette fois-là aussi, mais ça, c'est ce qu'il raconte. Ouais. Il raconte tout ça dans un article écrit par Mavis Galland en 1947. Mm-hmm. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si... Là, on arrive à la crise, j'imagine? On arrive à la crise. Là, il s'en va de Joliette à Trois-Rivières. Il travaille pour le Nouvelliste, où il est chroniqueur judiciaire. Il y a aussi un billet qui s'appelle « De par la ville », parce qu'il y a toujours 2 côtés, Adolphe. Hein? Côté chronique judiciaire, mais côté plus personnel, chronique d'humeur. Il finit par perdre son emploi à nouveau. On est en pleine crise économique. Il profite de l'été pour écrire un manuscrit sur son séjour dans la forêt pour la compagnie La Laurentide. Il pond, selon lui, en 2 mois, 150 000 mots. Un manuscrit de 150 000 mots qu'on ne verra pas, là, parce que le livre qu'il publie éventuellement va être plus petit. Il finit par arriver à Montréal, où là, il travaille pour la presse pendant 6 mois. Et c'est drôle parce qu'il travaillait dans le secteur où on est présentement, c'est-à-dire le Vieux-Montréal. Il travaillait à la Cour du Recordaire sur la rue Gosford, Cour du Recordaire à l'époque, qui est actuellement maintenant la Cour municipale. Son frère, Maréchal Nantel, travaillait au Palais de justice comme bibliothécaire de la bibliothèque du barreau. Donc, il se côtoyait dans ce petit quartier-là. Et finalement, il perd son emploi à la presse. Il devient itinérant. Bon, itinérant, c'est là, je pense, qu'on approche du but qu'on cherchait. Oui, exactement. Moi, ce qui m'a le plus intrigué dans votre livre, pour vous le dire franchement, Dominique Nantel-Bergeron, je rappelle d'ailleurs le titre du livre « Prisonnier à Bordeaux », récit d'Adolphe Nantel en 1931-1932, c'est la question suivante qui m'a tracassé. Comment un chroniqueur judiciaire a-t-il pu aboutir en prison? À la fin de votre livre, vous avez fait une chronologie d'Adolphe Nantel qui est très précise et très bien faite. Et vous dites qu'il a été arrêté et condamné à 6 mois de prison, je cite, pour vagabondage. Alors, pour vagabond, est-ce que ça veut dire qu'on mettait quelqu'un en prison simplement parce que c'était un itinérant? Mais alors, vous soulevez aussi une autre hypothèse,
c'est peut-être à cause de l'hiver qui approchait, parce qu'il a été mis en prison donc, à la fin novembre, à cause de l'hiver qui approchait. Des vagabonds pouvaient vouloir aller passer l'hiver au chaud, en prison. Et c'est accentué, cette impression-là, par une phrase d'Adolphe que vous avez découverte, qui décrit en 1933 son séjour en prison, et il utilise ces mots, je le cite, « une villégiature voulue grâce à une accusation truquée ». Alors, essayez donc, Dominique, de nous tirer tout ça au clair. Alors, comment Adolphe finit en prison, lui, un chroniqueur judiciaire? Comme je disais, le quartier dans lequel il travaille est impliqué dans ce cheminement vers la prison parce que c'est à 2 pas du Chinatown. Alors, le Chinatown, Adolphe y va pour jouer à la loterie chinoise. Il fréquente probablement les fumeries d'opium. Et puis, il se perd finalement sur son trajet. Il essaie de travailler au journal Le Canada. Il écrit à Oliver Asselin. Alors, au moment où lui-même est itinérant, il propose à Oliver Asselin des chroniques sur l'itinérance. Alors, je vous lis. Il dit « J'ai étudié, et ça, c'est ce qu'il écrit à Oliver Asselin, j'ai étudié et connu les misères des milliers de malheureux sans travail. J'ai visité les refuges des rues Craig, Saint-Jacques et Vitré et autres, et suis en mesure de vous donner des petites chroniques inédites qui jetteront un jour nouveau sur la crise actuelle. » Donc, lui, il est itinérant, mais il ne perd pas le nord. Et puis, Oliver Asselin fait paraître ces chroniques-là à la une du journal Le Canada. Là, on est en novembre. C'est des chroniques qui 1931? paraissent. Oui. Novembre 1931. Oui. Oui. On arrive presque au moment où il sera emprisonné. Oui. Et donc, il se démène encore, il fait tout ce qu'il peut. Et Oliver Asselin est bienveillant face à lui, mais il tombe malade lui-même. Donc, il est absent du journal Le Canada. Quand Adolphe lui écrit ça, « Je ne demande pas de salaire, mais simplement ma pension et mon entretien. » Pour vous dire jusqu'où il est rendu. Il dit, je pourrais aller chez le recordaire dans le jour, le recordaire, la cour municipale, et vous apporter les nouvelles dans le même après-midi, ayant une machine à écrire à ma disposition. Je connais tous les services du reportage depuis la morgue jusqu'à la cour supérieure. Alors, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Le miracle s'est pas produit. La famille avait tout tenté depuis au moins 1915 d'essayer de le sortir de son vilain défaut, comme il dit lui-même. Ils n'ont pas réussi. Donc, comme vous dites, probablement parce que Alain Nantel, un des cousins de ma mère, m'avait dit « Je pense que ton grand-père et mon père, parce qu'il est une autre génération que moi, ont fait enfermer Adolphe Nantel pour le soigner de son vilain défaut, de sa dépendance à l'alcool. » Et j'avais entendu d'autres rumeurs dans la famille, comme quoi l'hiver approchait, peut-être justement pour essayer d'éviter qu'arrive un drame dans la rue. Ils avaient peut-être convenu de le faire enfermer. Mon grand-père étant avocat, il pouvait facilement contacter un juge pour s'arranger avec lui pour faire enfermer Adolphe. Je vois. C'est certainement comme ça que ça s'est passé, mais pour répondre à votre question, Adolphe lui-même disait que oui, plusieurs jugements permettaient d'enfermer des gens démunis par compassion, comme si la prison était un remède à la pauvreté. Ah ben voilà qui est étonnant pour nous dans notre génération. Alors écoutez, c'est en 1931 qu'Adolphe Nantel est emprisonné. Nous sommes au début de la crise. Pour nous remettre dans l'atmosphère de l'époque, quoi de mieux que la chanson de la Bolduc « Ça va venir, découragez-vous pas ». Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, ne décourageons-nous pas, moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter, On se plaint à Montréal, après tout on n'est pas mal.
mal dans la province de Québec. On mange jamais notre pain sec, y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse de mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Me voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer. Mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai 5 vitres de casser. Ma lumière discollectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, m'aller ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. C'était la Bolduc, Mary Travers, qui avait épousé Édouard Bolduc et qui a composé cette chanson au début de la crise en 1930. Elle était alors la chanteuse la plus populaire du Québec. Vous êtes toujours à l'émission Notre Histoire en tête de la Société historique de Montréal. On enregistre d'ailleurs dans les locaux de la Société avec Guy Laperrière et notre invité d'aujourd'hui, Dominique Nantel-Bergeron, pour son livre « Prisonnier à Bordeaux », publié au Septentrion en 2023. Nantel va donc passer plus de 5 mois en prison. Vous avez regroupé ses chroniques dans l'hebdomadaire Le Miroir en 21 chapitres décrivant différents aspects de la vie de la prison. On va en voir quelques-uns, en commençant par la vie quotidienne d'un détenu. Pouvez-vous, Dominique, nous décrire une cellule de la prison de Bordeaux, et tant qu'à y être, nous donner une idée d'ensemble de cette prison? En 1931, est-ce que c'est une vieille bâtisse, un bâtiment tout neuf? Combien y a-t-il de détenus? Qui est le directeur? Enfin, donnez-nous donc, si vous pouvez, en quelques minutes, une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Ben d'abord, j'ai fait moi-même l'exercice pour comprendre les chroniques d'Adolphe. Donc, la prison de Montréal a fini d'être construite en 1912. Donc, dans les années 30, c'était une prison assez récente. L'aile où a été enfermé Adolphe Nantel, l'aile B, pour la situer, a été achevée dans les années 1931. Donc, c'était flambant neuf. Donc, la prison est une structure en étoile composée avec 6 ailes qui sont nommées de A à F. L'aile F est perpendiculaire au boulevard Gouin. Et il n'y a pas de détenus dans l'aile F, c'est l'administration. Attendez, là, je fais une petite parenthèse parce que ce que je vais parler de la prison, c'est la prison telle qu'elle était en 1931. Évidemment, et oui. Pas la prison qui existe encore actuellement. Alors, peut-être que tout a changé un peu, plus ou moins. Je n'ai pas vérifié. Certainement, il y a eu des changements. Donc, l'aile F contient l'infirmerie, à l'époque, les parloirs, l'administration. Au centre de l'étoile, il y a un immense dôme. En dessous du dôme, au 3e étage, se trouve la chapelle. Et l'aile A, c'est l'aile où sont maintenus les détenus, les prévenus, c'est-à-dire en attente de procès, que ce soit des causes criminelles graves ou moins graves. Il y a 162 cellules dans l'aile A. Ensuite, il y a 4 ailes, B, C, D, E. Chacune des ailes contient
198 cellules. Il y a un seul détenu par cellule, donc chaque aile contient 198 détenus. Les ailes sont divisées avec la section gauche et droite, 99 cellules à gauche, 99 cellules à droite, 33 cellules par étage, il y a 3 étages. Donc, si on voit, Adolphe était logé au BG13, c'est-à-dire B pour l'aile B, G pour la section gauche, 1 pour le premier étage et 3 pour la troisième cellule de cet étage-là. Alors, ça nous donne une idée. Maintenant, on voudrait savoir quelle est la vie quotidienne d'un détenu. Et il faut oui, savoir il y a d'autres aussi, choses? oui, la dimension des cellules. Ah ben oui, c'est important. La dimension des cellules, c'est la largeur de 6 pieds et demi par 11 pieds et demi par 9 pieds de hauteur. Dans la cellule, le mobilier est vraiment à sa plus simple expression, un lit et puis une petite table en bois et en métal. La fenêtre est quand même grande, c'est au moins 11 ça, puis ils peuvent l'ouvrir. Mais l'hiver, évidemment, c'est très froid. Ils ont l'air de pas être si bien chauffés que ça parce qu'on voit à plusieurs reprises des prisonniers qui réclament du charbon. Alors, on sent qu'ils gelaient. Et il y a un grabat, ils appellent ça un grabat parce que le matelas, c'est un grabat de paille avec une oreiller de paille et puis une couverte. Le prisonnier a aussi une cuillère, une espèce de bol et c'est à peu près tout. Est-ce qu'il n'y a pas un lavabo aussi? Oui, il y a une toilette lavabo intégrée. C'est que les deux en un. Alors, l'eau du lavabo s'écoule dans le bol de toilette et puis voilà. Alors, et très bruyant. Allons-y maintenant sur la vie quotidienne d'un détenu. Décrivez-nous ça en 2 mots. Alors, le prisonnier, je prends le cas tel que décrit par Adolphe. Quand le détenu est amené à la prison de Bordeaux, il va vivre 10 jours d'isolement total. Donc, là, on imagine Adolphe avec sa multidépendance. Oui. Et il ne doit peut-être pas être le seul dans ce cas-là. Et donc, il doit faire un sevrage à la dure pendant ces 10 jours-là, même privé de tabac. Quoique, un des gardiens finit par lui en donner un peu, puis ça le soulage beaucoup. Puis on sent que ces 10 jours-là sont les plus difficiles pour lui. Cet isolement est interrompu par les repas. Alors, il y a des repas 3 fois par jour, mais ils ne sortent pas les détenus. La porte s'ouvre de 6 pouces. Il tire sa gamelle, il tend sa gamelle, il reçoit son repas et ça finit là. La porte se referme. Il reste dans la cellule toute la journée? Oui, en fait, peut-être pas tous, mais la plupart des prisonniers restent 23 heures par jour dans leur cellule parce que 1 heure de temps, les portes sont ouvertes pour permettre aux laveurs de laver les étages. Et donc, ça leur fait... Ça, c'est après le 10 jours d'isolement. Adolphe rejoint l'équipe des laveurs et puis ça lui permet de sortir de sa cellule pendant ce temps-là. Mais est-ce qu'il n'a pas été aussi affecté aux cuisines, qui était une espèce de privilège à l'époque? Oui. Et si c'est le cas, dites-nous donc pourquoi il a été choisi pour faire ça? Là, les repas, je voulais juste vous lire peut-être un extrait écrit par Adolphe dans son livre pour que vous ayez un peu un goût du livre. Alors, il raconte le repas du matin. Alors, un brassement de chaudière monte des cuisines en bruit assourdissant. Le choc des boîtes à pain sonne sur les garde-fous des escaliers. Enfin, tous les criminels sont dans l'entrebâillement de 6 pouces de leur tombe. Comment il appelle la cellule? Ça, ouais. Gobelet d'aluminium en main. Le maître-queux donne la ration consacrée par 363 jours de menu. Le pain est jeté sur les lits par un autre marmiton. C'est déjà fini. Les gonds ricanent de nouveau et chacun regarde fumer la bouillie, le thé, dans l'atmosphère humide et glaciale. Alors là, on ressent vraiment ce que le prisonnier ressent. Ça, c'est le repas du matin avec gruyot, pain et thé. Le soir, le repas du soir, c'est gruyot, petit pain et thé. Le repas du midi, c'est guère plus consistant. Des jours, c'est soupe aux pois. D'autres jours, c'est les fèves. D'autres jours, 2 fois par semaine, de la bouillie. Ils sont plus contents. Le vendredi, de la morue. Donc, c'est vraiment des repas très légers. Oui.
Et les privilèges, c'est que, évidemment, Adolphe, qui se trouve à être un chroniqueur judiciaire, le gouverneur de la prison, Napoléon Séguin, ne l'ignore pas. Alors, c'est quand même un personnage qui peut parler, qui peut s'exprimer, mais aussi Adolphe est le cousin de Athanase David. Alors, Athanase a marié Antonia Nantel, qui est la cousine germaine d'Adolphe. Et Athanase David, à ce moment-là, il est secrétaire de la province de Québec. Donc, c'est le numéro 2 dans le gouvernement Taschereau. C'est quand même un poids, là. C'est sûr que... Puis Adolphe n'était pas un dangereux criminel. Arrêté pour itinérance, puis bon, peut-être par compassion, on ne sait pas trop. Mais donc, il est assigné aux cuisines. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ce cas-là, c'est qu'il peut manger à sa faim. En fait, plus que les autres détenus qui doivent se contenter du menu quotidien. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a sans doute des côtés moins roses dans la vie des détenus. Alors, vous avez tout parcouru ces chroniques-là. Quels sont les côtés qui vous sont apparus les plus pénibles dans la vie dans la prison de Bordeaux? Bon, dans mes recherches, j'ai vu que pour l'année 1931, il y a eu au moins 9000 admissions cette année-là à la prison de Bordeaux. Donc, on imagine le roulement. Et le détenu est dans une cellule dans laquelle les lits sont changés 2 fois l'an. C'est-à-dire 2 fois par année. Donc, on imagine qu'il y a un roulement dans le même lit de plusieurs détenus. Et puis, les conditions d'hygiène laissent totalement désirer. Il y a une propagation des poux et des punaises. Donc, ça, c'est un des désagréments. L'hygiène, la vermine, les poux et les punaises. Donc, la salubrité laisse à désirer. Il y a une longue liste j'imagine, de protestations, en fait, que Adolphe fait valoir dans ses chroniques. Il dit « La bibliothèque est famélique. » Alors, les prisonniers ont le droit à des livres, mais pour les choix qu'ils ont, il dit qu'il n'y a aucun livre de langue française digne de ce nom. Selon Adolphe, il y a des livres anglais guère mieux. Les prisonniers qui sont assignés à des travaux, il y en a, je ne sais pas si on en avait parlé, mais dans le quotidien, après le repas du déjeuner, certains détenus sont assignés à des travaux, donc dans les cuisines, comme Adolphe, mais aussi aux écuries. Il y a une porcherie, il y a la boulangerie, il y a le tailleur. Donc, on peut penser que tout le monde aura du travail, mais ce n'est pas le cas. Il y en a sur les 198 détenus de l'LB, il y en a seulement 73 qui ont du travail. Donc, les 125 restants vont rester enfermés 23 heures sur 24 dans leur cellule. C'est des conditions d'isolement cellulaire qui sont intolérables. Ouais, c'est ça qui est le plus difficile. Plus difficile. Et plus difficile encore, aucun détenu, pendant toute la sentence ou la peine, va mettre le pied dehors. Ah oui. Jamais. Pas dans la cour même? Jamais. Ah bon? Pas une seule fois, ils ont accès à la cour. Ah bon? Donc, ils restent dans leur cellule ou à leurs travaux. C'est tout. Ben, Et écoutez, puis, là, la porte fermée, ouais. Adolphe, il proteste contre ça à grands cris. Et puis, on imagine, par exemple, il rapporte le cas d'un jeune garçon de 17 ans. Donc, il y a des jeunes hommes qui sont enfermés à Bordeaux à cette époque, qui est condamné à 6 mois de prison pour avoir volé 6 lapins. Alors, on imagine la sentence totalement injuste. Ce jeune homme se retrouve dans une cellule minuscule, enfermé peut-être 23 heures sur 24, à mourir de faim. Alors, sans jamais aller dehors, sans jamais bouger, ça fait... C'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Alors, écoutez, c'est ce qu'on voit, que la vie en prison est vraiment pas drôle. Mais pour alléger un peu l'atmosphère, on va écouter une autre chanson, si vous voulez, tirée de notre folklore et interprétée ici par Louise Forestier, « Dans la prison de Londres ». Personne venait le voir que la fille du
je meurs demain. Lâchez-moi dans les pieds, lâchez-moi dans les pieds. Quand il eut les pieds lâches, tam diddle-lam, diddle-lam, diddle-lam. Quand il eut les pieds lâches, à la mer s'est jeté, à la mer s'est jeté. À la première plonge, tam diddle-lam, diddle-lam, diddle-lam. À la première plonge, il a manqué se noyer, il a manqué se noyer. À la deuxième plonge, tam diddle-lam, diddle-lam, diddle-lam. À la deuxième plonge, la mer a traversé, la mer a traversé. Quand il fut sur ses côtes, tam diddle-lam, diddle-lam, diddle-lam. Quand il fut sur ses côtes, il s'est mis à chanter, il s'est mis à chanter. Yeah. Si jamais j'y retourne, tam diddle-lam, diddle-lam, diddle-lam. Si jamais j'y retourne, oui je l'épouserai, oui je l'épouserai. Dam diddle-li-li-dam, dam diddle-li-lam, diddle-lam, diddle-li-lam. Dam diddle-li-li-lam, diddle-li-dam, dam diddle-li-li-dam. Nous venons d'entendre Dans la prison de Londres, interprété par Louise Forestier pour la première fois en 1973. Nous revoici avec notre invité à Notre Histoire en tête, notre invité Dominique Nantel-Bergeron, qui se trouve être la petite nièce d'Adolphe Nantel, dont elle a publié les chroniques de Prisonnier à Bordeaux, dans un livre qui porte justement ce titre-là, Prisonnier à Bordeaux, récit d'Adolphe Nantel, 1931-1932. À ce moment-là, on est entre les deux guerres. Il y a dans la région de Bordeaux 2 établissements de détention. La prison de Bordeaux, qui est la prison commune pour les peines de moins de 2 ans. Sur l'île Jésus, il y a aussi à Laval le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul pour les peines de plus de 2 ans. Dans ses chroniques, Adolphe Nantel fait souvent le parallèle entre les deux. Quelle conclusion en tirez-vous, très brièvement? Il faut savoir que dans la sentence, si un condamné est condamné à 2 ans et un jour, il ira au pénitencier. Ceux qui sont condamnés à 2 ans moins un jour vont aller dans une prison provinciale, donc à Bordeaux. À Saint-Vincent-de-Paul, les détenus, d'après Adolphe, puis d'après les lectures que j'ai faites dans les journaux, ils avaient le droit à une brosse à dents, à du dentifrice, à une pipe, à une levée de prisonniers, à des pantoufles, à des souliers. Alors, j'ai relevé plusieurs avantages, dont du tabac, une literie. Donc oui, le matelas, ça, je trouvais ça important. Le matelas recouvert d'un drap et fait d'une rangée de feutres. Je me disais, c'est tous des petits avantages, ça. Donc, Adolphe et d'autres journalistes disaient que les prisonniers, des fois, préféraient avoir 2 ans au bagne que 12 mois à Bordeaux. Ah, oui. Et puis qu'ils demandaient des fois au juge d'allonger la sentence pour aller à la prison Saint-Vincent-de-Paul. Donc, d'après ce que mes lectures, oui, ça semblait plus avantageux. Alors, c'est un autre avantage qu'on trouve dans ce livre-là, de pouvoir comparer les 2 établissements de détention. Oui. Alors, à la fin du livre, vous avez examiné la question de savoir si votre grand-oncle disait bien la vérité, parce qu'évidemment, on peut être tenté d'exagérer. Alors, vous avez fouillé toutes les sources possibles. Vous avez fait un minutieux travail de vérification des faits. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes même allé visiter la prison en compagnie, s'il vous plaît, du directeur de la prison lui-même. Vous avez pris des photos. Il y en a plusieurs qui sont reproduites dans le livre. Vous avez tout vérifié. Alors, quelle est votre conclusion sur la vérité de ce que dit Adolphe? Bon, c'est vrai qu'au départ, je me questionnais beaucoup sur Adolphe Nantel parce qu'il y a une petite propension à l'exagération dans sa vie. Et puis même qu'il a déjà publié un texte qu'il a volé carrément à sa sœur journaliste, Louise Alphonsine Nantel. Il était loin de se douter que moi, un jour, 100 ans plus tard, j'allais travailler sur les 2 et puis reconnaître le texte en question qui était un plagiat pur et simple. Donc, je me méfiais d'Adolphe au départ. Je me suis dit, est-ce que c'est authentique? Est-ce qu'il a vraiment été arrêté?
quand il raconte qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, premièrement, j'ai été fouiller les registres des bancs du roi et des sessions de la paix en me disant, ben, s'il y a une condamnation, ça va apparaître dans ces livres. J'ai fait plusieurs années, là, 30, 31, 32, parce que j'avais aucune idée au moment de ces recherches de la chronologie exacte de son arrestation et tout. J'ai rien trouvé. Et là, je me suis dit, bon, le registre des écrous. Alors, j'ai communiqué avec les archives qui possèdent le registre des écrous. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas communiquer les informations avant 100 ans. Puis là, je leur ai dit, mais je ne vais pas attendre jusqu'en 2031 pour avoir la certitude. Alors, je vais publier le livre sans avoir la certitude. Et ils ont choisi de m'envoyer, en fait, une page clavardée avec seulement la ligne concernant Adolphe Nantel, où on voyait qu'il était journaliste, arrêté pour vagabondage et condamné à 6 mois de prison. Ça a été précieux de trouver ça. Ah, ben là, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, ben là, c'est vrai. Voilà. C'est vrai au moins qu'il a été arrêté. Une vraie chercheur. Oui. Et là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé toutes les descriptions du livre, qui sont des descriptions poétiques, imagées et tout, en essayant de retrouver dans des archives des descriptions physiques de la prison de Bordeaux et des gens qui y travaillent, parce Adolphe nomme les prisonniers sous des pseudonymes, mais ceux qui travaillent donnent leur vrai nom. Alors, j'ai utilisé tout ce qui est possible parce qu'entre-temps, depuis 2014, j'avais compris comment fonctionnaient les archives, donc les annuaires Lovell, les journaux, le recensement et tout ça, ce qui m'a permis de retrouver des photos, par exemple, publiées dans les journaux d'époque, du fourgon cellulaire, publié dans la presse en 1924, qui était identique à la description qu'en donne Adolphe. Les gens, le gouverneur Séguin, le sergent-major Adélard Séguin. Donc, plusieurs personnages que j'ai retrouvés. L'abbé, je ne sais pas comment le prononcer, mais Sheldon, peut-être, l'aumônier de la prison. Et aussi un des condamnés à mort, William Wilkinson, qui va être pendu pendant qu'Adolphe est sur place. Encore... Véridique. Oui, j'ai trouvé que tout en regardant les archives était véridique, mais je n'avais pas les détails, la couleur des tuiles sur le plancher, le détail de l'épaisseur des portes, des détails physiques qui me permettaient de confirmer à 100% que c'était vrai. Et surtout, Adolphe décrit dans une de ses chroniques la pendaison de ce pauvre jeune homme, William Wilkinson. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, est-ce qu'il l'a vu réellement? Est-ce qu'il a pris l'histoire de quelqu'un d'autre? Alors, je me suis dit, il faut que j'aille à la prison de Bordeaux, voir sur place. C'est là que vous avez visité. Oui. Là, j'ai tout écrit au directeur de la prison, le but de mon travail, qu'est-ce que je voulais faire. Il a accepté de me recevoir. Mais la première visite que j'ai faite, ce n'était pas avec le directeur. Ça, c'est avec Mme Chantal Bouchard, qui a coécrit avec Sébastien Bossé le livre « Bordeaux, histoire d'une prison », paru en 2013 à l'occasion du centenaire. En fait, c'est eux, Chantal et Sébastien, qui m'ont introduit à la prison de Bordeaux. Sébastien m'a dit de contacter le directeur, et puis voilà comment ça s'est passé. Quand je me suis présentée à la prison, le directeur de l'époque, qui n'est pas en place maintenant, m'a dit, j'ai dit, j'ai combien de temps pour vous parler? Il m'a dit, je suis très, très pressé, 10-15 minutes, mais là, l'entrevue a duré 1 heure. Vous êtes habile. Ben, c'est lui qui parlait beaucoup plus que moi. J'ai une bonne écoute, des fois. Ben oui. Alors là, après, je sentais qu'il avait le goût de me faire visiter lui-même la prison. Et puis, comme c'était convenu que je visite la prison avec Mme Bouchard, ben, il m'a dit, vous pourriez revenir pour prendre des photos. Alors, c'est pour ça que je suis allée 2 fois. Et puis, à ma première visite, j'étais aussi accompagnée, en fait, j'étais sous la protection, disons, de la directrice de service, qui est une femme. Alors, on visitait la prison, puis là, je me suis dit, c'est formidable. Je ne pensais pas qu'à la prison de Bordeaux, des femmes en poste
Et pouvait... pouvait, parce que moi, j'étais encore dans l'ancien temps, là. Oui. Je suis sûre que du temps d'Adolphe, il n'y avait pas de femmes en prison qui... mais je trouvais ça très bien et j'aimais ça, je me sentais très à l'aise. Donc, on est rentré dans une cellule. Il y a certaines des ailes qui ont été rénovées, mais d'autres non. Et puis, au cours de cette visite-là, il y a des endroits... comme dans le sous-sol de l'aile E où se trouvaient les cuisines avant, où on n'est pas allé, mais je suis rentrée dans une cellule identique à celle qui était Vous parlez en connaissance de cause. En connaissance de cause, mais pour y avoir fait un petit tour, j'ai ressenti immédiatement un sentiment d'oppression. Puis je me disais, mais c'est terrible. Si j'étais forcée de vivre là, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour tous ceux qui vivaient ça, vraiment. Et puis là, on a visité aussi ce qu'on appelle le balcon potence, parce que je reviens un petit peu à la structure de la prison de Bordeaux. On a la structure en étoile, et dans l'encoignure entre l'aile F et l'aile A, l'aile F qui fait face au boulevard Gouin, et puis entre l'aile F et l'aile E, il y a 2 balcons. Il y avait à l'époque 2 balcons potence. Maintenant, il en reste juste un qui est en place entre le A et le F. Et donc, j'ai allé le visiter, puis j'ai vu comment c'était, puis si on pouvait bien voir à partir de là les fenêtres du sous-sol. Et c'est effectivement le cas. Et je peux dire que pendant cette nuit-là qui a suivi ma visite du balcon potence, je me suis réveillée le cœur en chamade parce que je me suis dit, mon Dieu, je suis allée là où tant de personnes sont mortes. Ah, c'est assez... Des expériences assez extraordinaires. Oui. Écoutez, Dominique, je suis obligé de vous interrompre. On avait encore d'autres questions. Il y a tellement de choses intéressantes dans votre livre. Mais là, on arrive au terme de l'émission. Et je me demande, après toutes ces années de recherche et d'écriture, on peut dire que vous avez littéralement ressuscité l'oncle de votre mère, Adolphe Nantel. Alors, quel bilan, quelle conclusion tirez-vous de toute cette aventure? Bien, cette aventure m'a donné encore plus le goût de m'aventurer dans les histoires du passé. J'ai encore beaucoup d'archives à la maison à explorer. Et puis, Adolphe est un puits sans fin. On prend chaque partie de son histoire, de sa vie, et puis on peut l'approfondir, ainsi que ceux des autres membres de la famille. Alors, vous avez encore du pain sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier, Dominique Nantel-Bergeron, de vous être si aimablement prêté à cette entrevue qui nous a fait découvrir un personnage et un milieu que nous ne connaissions peu, sinon pas du tout. Vous avez été d'une ténacité et d'une efficacité peu communes pour nous produire cet ouvrage de 180 pages qui nous fournit une foule de renseignements utiles et intéressants sur tout un pan de la vie du monde ordinaire de l'entre-deux-guerres. Je rappelle le titre du livre, « Prisonnier à Bordeaux », récit d'Adolphe Nantel, 1931-1932, publié au Septentrion en 2023. Je remercie aussi Antonin Wyss, qui s'occupe de l'enregistrement et du montage de cette émission. Avez-vous un mot de la fin, Dominique? Merci beaucoup encore pour l'invitation et j'espère que l'histoire ne va pas se répéter malheureusement comme on sent qu'elle a tendance à le faire. C'est ce qu'on souhaite tous. Alors écoutez, merci encore. Nous allons écouter Le Chœur des prisonniers, tiré de l'opéra Fidelio de Beethoven, sous la direction ici de Leonard Bernstein. À la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour une autre émission de Notre Histoire en tête. Eine Gruß,
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.